Bienvenue dans la saison 4 de La Folie des Hauteurs. Je m'appelle Lionel Cariou et dans ce podcast, je vous raconte des histoires de montagne, des histoires vraies qui, vous allez l'entendre, dépassent l'imagination. La Folie des Hauteurs est un podcast de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Berthier. Dans cet épisode, le Mont Aiguille, la première grande ascension de l'histoire. Antoine Deville est à l'alpinisme ce que Christophe Colomb est aux courses transatlantiques, un précurseur. En 1492, ce valeureux capitaine de Charles VIII escalade le Mont Aiguille, également appelé le Mont Inaccessible en raison de sa verticalité. Car d'où qu'on le regarde, cet édifice naturel n'offre que des falaises de calcaire abruptes d'une hauteur de 200 à 300 mètres. Le Mont Aiguille a réellement des allures de forteresse imprenables. Imprenables vraiment ? Pas pour le roi de France qui dépêche sur place l'un de ses meilleurs soldats, Antoine Deville, seigneur de Don Julien. Mais que sait-on exactement de cette ascension ? C'est ce que nous allons découvrir avec un historien passionné et passionnant, Stéphane Gall, qui travaille sur la reconstitution de cette aventure. Et pour bien prendre la mesure de l'exploit de 1492, nous avons nous-mêmes escaladé cette montagne, longtemps considérée comme inaccessible. Alors, Mont Aiguille. Si vous n'avez jamais vu le Mont Aiguille, je vous suggère de faire une petite recherche sur Internet pour voir un peu à quoi il ressemble. Ça vaut le détour. Le Mont Aiguille est une sorte de dent gigantesque détachée des hauts plateaux du Vercors, au-dessus du petit village de Chichiliane. Certes, son altitude est modeste, un peu plus de 2000 mètres, mais à première vue, il n'y a aucune voie évidente pour monter au sommet. À l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, se dressent de grandes falaises de calcaire. Une vieille illustration représente même le Mont Aiguille comme une pyramide, mais inversée, avec la pointe en bas et le socle tout en haut. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que de loin, l'ascension paraît vraiment compliquée. Il faut remonter le chemin caillouteux qui mène au col de l'Opet pour commencer à apercevoir des failles dans cette carapace de rochers. La voie normale, parcourue depuis le 19e siècle, se faufile astucieusement entre de hautes tours, tantôt en empruntant des vires, tantôt des couloirs étroits. L'escalade en réalité n'est pas très difficile, mais elle nécessite tout de même de l'expérience et un peu de matériel, quelques mousquetons et une corde pour la sécurité. En cette fin juin, les conditions sont idéales. Un temps tout à fait correct, ni trop chaud ni trop froid. Une petite brise légère, là, c'est bien sympa, et une vue imprenable. Mon compagnon de cordée aujourd'hui s'appelle Stéphane Gall. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Il est enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes. Alors là, au-dessus de nous, il y a une cheminée qui se déploie, avec beaucoup de pierres qui ont l'air très branlantes. C'est un petit peu château branlant quand même, le Mont Aiguille. Donc c'est toujours un peu délicat, parce que chaque fois qu'on pose le pied ou la main, on se demande toujours si la pierre va pas partir. Mais Stéphane est un spécialiste de la Renaissance et il pratique l'histoire expérimentale, autrement dit, l'histoire par le geste. allez, j'y vais. Et ça monte. Allez. Évidemment, c'est très très différent de ce qui s'est fait en 1492, où là on n'avait pas de mousquetons, on avait des cordes mais pas les mêmes types de cordes, et puis on avait surtout des échelles, donc c'est quand même une ascension qui n'a rien à voir avec l'escalade qu'on pratique aujourd'hui. Le Mont Aiguille a donc été escaladé pour la première fois en 1492, l'année où Christophe Colomb posait le pied en Amérique. Cette ascension du Mont Aiguille, c'est avant tout le projet d'un certain Charles VIII. Fils de Louis XI, le jeune roi a des vues sur le royaume de Naples, de l'autre côté des Alpes. Mais avant de se lancer dans cette expédition guerrière, il a besoin en quelque sorte de marquer les esprits. Un jour de 1490, alors qu'il se rend en pèlerinage à Embrun, Charles VIII aperçoit au loin le Mont Aiguille. La montagne, lui dit-on, est inaccessible. Il n'en fallait pas plus pour réveiller l'ambition du monarque. Pour un roi de France, prendre l'inaccessible est une sorte de défi lancé à la nature et qui va grandir le roi lui-même, puisque si la montagne est vaincue, ça signifie que rien n'est inaccessible au roi de France.
Il s'adresse à des militaires, c'est-à-dire à ceux qui savent prendre des forteresses. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais on sait qu'Antoine de Ville, qui est capitaine à ce moment-là de Montélimar, et qui est un homme qui a déjà derrière lui une longue expérience militaire, et c'est lui qui répond présent en quelque sorte, c'est lui qui a le savoir-faire. Le roi me chargea de faire essayer si on pouvait monter en la montagne que l'on disait inaccessible, dont par de subtils engins, j'ai fait trouver la façon d'y monter. Il n'y a pas d'escalade en montagne, ça n'existe pas. L'escalade, c'est une escalade militaire. C'est vraiment un terme militaire qui consiste à poser des échelles sur les remparts et gravir les remparts pour prendre d'assaut une ville, une place forte. Antoine de Ville, seigneur de Don Julien, s'est déjà illustré au combat aux côtés du duc de Lorraine dans sa guerre contre les Bourguignons quelques années plus tôt. Le voilà donc, à 42 ans, au pied d'un autre type de forteresse. Il a dû certainement faire le tour de la montagne, il a observé. C'est vrai qu'il y a plusieurs faces qui sont très très verticales. En revanche, le côté ouest est plus morcelé, comme on le constate aujourd'hui quand on s'approche du Mont-Aiguille, ce qui fait qu'il a dû très certainement voir qu'à cet endroit, il pouvait poser des échelles. Donc il a fait construire des échelles, des plateformes, toute une construction de bois. C'est pour ça qu'il est accompagné par un charpentier, par un tailleur de pierre, qui sont là pour justement aménager en quelque sorte la montagne et permettre cette ascension. Il recrute une équipe de 7 personnes, donc ils sont 8 en le comptant lui, que des experts, des artisans, donc tailleurs de pierre, charpentiers, des ecclésiastiques, un théologien, un aumônier, qui est aussi son secrétaire, 2 soldats, un écheleur du roi, ce qu'on appelle laquais à l'époque, mais c'est en fait un soldat qui est à son service, et puis un habitant de Die. Alors là, on ne sait pas trop ce qu'il faisait ici, cet habitant de Die, on ne sait pas précisé dans les documents de 1492, mais le fait qu'on mentionne de Die, c'est très certainement une indication qui nous montre que c'était quelqu'un qui connaissait le Vercors, qui connaissait la montagne. C'était peut-être le seul qui avait une véritable connaissance de la montagne, en fait, dans cette équipe. Cet habitant de Die qui est recruté par Antoine de Ville. Dans sa description de l'équipe, Stéphane Gall a prononcé un mot étrange que personnellement je n'avais jamais entendu, le mot écheleur. Un écheleur, c'est un spécialiste des échelles à l'époque, c'est-à-dire celui qui supervise la confection des échelles et puis surtout qui dirige les assauts pour placer les échelles contre les remparts, faire monter les soldats et ainsi prendre par surprise, parce que c'est souvent par surprise qu'on fait des escalades, de nuit, par mauvais temps, de manière à surprendre l'ennemi. Antoine de Ville dit qu'il a utilisé une demi-lieue d'échelle, c'est-à-dire quasiment 2 km d'échelle pour monter jusqu'au sommet. Ça paraît complètement disproportionné. On peut essayer d'interpréter ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on dirait des mètres linéaires de bois, en quelque sorte. Tout le bois qu'il a dû utiliser pour confectionner les échelles, c'est-à-dire les perches des échelles, les échelons, les plateformes, les poteaux d'étai, tout ce qui a été utilisé pour monter jusqu'au sommet a peut-être bien représenté 2000 mètres linéaires de bois, quasiment, coupé, taillé, monté, pour confectionner tout cet échafaudage, tout ce chantier. Il faut imaginer un véritable chantier, comme pour la construction de cathédrales ou de châteaux forts à l'époque. Vous vous doutez bien qu'avec Stéphane, nous n'avons pas emporté 2 km d'échelle, mais nous avons quelques avantages par rapport aux grimpeurs du XVe siècle. Nous avons des chaussures de montagne, un casque, une corde et par endroits, un câble métallique tout neuf installé par des guides de montagne nous aide à progresser. Ouais, je pense qu'à droite, ça a l'air d'être plus facile. Parce que là, à gauche, à vue de nez, moi je dirais à droite, mais bon. On n'est plus très loin du sommet, je pense. Non, qu'est-ce qui reste là 50 mètres peut-être. Donc on est presque arrivé. Alors c'est pas la partie la plus facile parce que là il y a un petit passage surplombant. Ouais, un petit surplomb là qu'on va essayer de négocier par la droite, je pense. Et avec des pierres un petit peu démontées. Donc il faudra faire gaffe. Je suis passé ici avec une tenue 1492. Donc j'avais des chaussures tout cuir, y compris semelle cuir. J'avais un casque métallique sur la tête, type chevalier de l'époque. Pantalon en laine, petit haut en cuir, fait pour... C'était des vêtements qu'on avait pour la chasse ou pour la guerre à l'époque. Donc avec cette tenue, besace, bâton, je peux savoir ici. Donc si je l'ai fait comme ça, je vais pouvoir le faire aujourd'hui.
Là aujourd'hui tu es habillé normalement, on va Là, dire. aujourd'hui, je suis habillé normalement, en homme du 21e siècle. Bon bah on va y aller. Je tire les cordes. Allez. Ouais. Bah là ça y est, j'ai passé le petit surplomb. Poursuis. Allez. Petit effort. Et on y est. C'est bon, ça passe. Ah, on retrouve de la lumière là, on sort de la cheminée. Ça fait du bien. Et le 26 juin 1492, quand ils sont arrivés au sommet, ils ont dû avoir tout à coup une impression d'ouverture, de lumière extraordinaire. Ce qui fait que quand ils sont arrivés, ils ont vu plein de fleurs, plein d'oiseaux, des couleurs. Et ça, c'est décrit. Ouais, là, ça s'ouvre bien. On sent que on n'est pas trop loin du but. On aperçoit l'herbe d'ailleurs du sommet déjà depuis là. C'est bon, on arrive au soleil là. L'ascension, est-ce que c'est autre chose qu'une montée vers la lumière? T'es à l'ombre des parois, tu montes. Et pour Antoine Deville et les gens de son temps, une ascension, c'était forcément une ascension pas seulement physique, mais métaphysique aussi. T'avais une ascension spirituelle. Monter la montagne, c'était se rapprocher de Dieu. Pour les hommes du XVe siècle, c'était une évidence. Ce qui fait qu'à peine arrivés au sommet, ils vont dire la messe, ils vont chanter un Te Deum, un Salve Regina. On a une lettre d'Antoine Deville, écrite au sommet, dans laquelle il explique ce qu'il a vu en arrivant au sommet, c'est-à-dire une garenne de chamois, qui sont des bouquetins en fait, probablement. Un pré, d'une surface qui étonne. Il dit qu'il n'a jamais rien vu d'aussi beau quand il arrive au sommet. C'est presque la conclusion même de sa lettre. C'est une marque quand même de sensibilité à la nature qui est tout à fait étonnante pour l'époque. Puis après, on a le procès verbal qui a été dressé par son secrétaire, qui était en fait un ecclésiastique, Don Bosco, qui lui donne un petit peu plus de détails sur les oiseaux de plusieurs couleurs, sur les fleurs multicolores, etc., etc. Donc une sorte de non seulement on explore un territoire neuf, on en fait la conquête, mais on essaie de dresser un début d'inventaire un petit peu de la faune, de la flore, pour montrer une sorte d'étonnement, d'émerveillement face à la nature et de montrer aussi un petit peu quelque chose qui tient du paradis terrestre. Un jardin en tout cas. Un jardin, et on insiste sur les fleurs de lys. C'est pas un hasard, les fleurs de lys sont l'emblème des rois de France. Donc on veut montrer que cette terre, quelque part de tout temps, était promise aux rois de France. La lettre du capitaine Deville, seigneur de Don Julien, est portée par messager au président du Parlement de Grenoble, à une 50aine de kilomètres de là, à travers les montagnes. Il certifie donc qu'il est au sommet depuis 3 jours, comme un petit peu on faisait pour les batailles, c'est-à-dire on campait sur place pour bien montrer qu'on avait vaincu son ennemi. Là c'est un peu la même chose, on campe au sommet, on boit, on mange, on dort, on chante, on prie. Et pendant 3 jours, il envoie une lettre au Parlement pour dire voilà, ça fait 3 jours que je suis au sommet du Mont Aiguille, donc le monde n'est plus inaccessible. Écrit le 28e jour de juin sur l'aiguille fort dit Mont inaccessible, signé votre Don Julien. La missive est remise le 29 juin 1492 au président du Parlement qui envoie sur place un émissaire. L'huissier du Parlement de Grenoble qui vient pour homologuer en quelque sorte cette ascension demande à des témoins de déposer et de manière à officialiser cette ascension. Pour les hommes de l'époque, c'était quand même extrêmement impressionnant d'avoir à faire une telle hauteur, une telle verticalité avec des échelles. Donc, et l'huissier qui arrive de Grenoble, lui, il n'ose pas monter, il renonce, il reste au pied de l'échelle. Depuis en bas, l'huissier voit des gens sur la montagne, donc déjà on les voit, on les entend, et puis les 3 croix dressées qui sont là pour montrer à tous de manière vraiment très très visible
tous les environs du Mont-Aiguille sans avoir besoin de monter jusqu'ici, jusqu'au pied de la montagne, que les hommes sont parvenus au sommet et que cet espace qui échappait jusqu'alors au territoire du roi et à la christianisation, désormais est un lieu qui est agrégé à la chrétienté. Yves Lévy, l'huissier grenoblois, renonce à l'ascension par crainte de la mort, lit-on dans le constat qu'il dresse. Monter c'eût été tenter Dieu, attendu qu'au seul aspect de la montagne, l'âme de chacun est pénétrée d'effroi, poursuit-il. Bref, il avait le vertige. Antoine de Ville, le valeureux chevalier, a lui-même été très impressionné. C'est le passage le plus horrible et le plus épouvantable que je vis jamais, écrit-il dans sa lettre. Ça y est, on arrive à la pointe là, qui s'est pas encore effondrée. Et voilà, au sommet. Vue imprenable, mais quand même un petit peu brumeux. Sinon, la pression est toujours aussi énorme, quoi, d'être à ce point-là, au sommet, avec le Dauphiné, le Trièves, les Alpes. Je précise tout de suite que la voie que nous avons empruntée avec Stéphane, la voie classique, n'a probablement rien à voir avec celle de 1492. Antoine de Ville et ses compagnons montaient avec des échelles et ils ne grimpaient pas directement sur le rocher comme nous le faisons aujourd'hui. En fait, on ne connaît pas avec certitude l'itinéraire de la première ascension, il ne reste plus aucune trace. Non, aucune trace. La montagne n'a rien gardé. Mais ça veut dire aussi peut-être qu'ils n'ont pas laissé tant d'outils, de pitons, de choses comme ça, comme nous, on pourrait en laisser aujourd'hui. Les échelles, une fois posées, ils ont pu les démonter, ils sont partis avec. Où elles sont restées, elles se sont dégradées sur place. Et puis la montagne, après, faisant son œuvre, avec les éboulis, les éboulements qui se produisent régulièrement, plus aucune trace aujourd'hui. C'est un peu frustrant d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Tu en as cherché, toi ? Alors, bon, oui, on regarde toujours, hein, quand on fait le Mont-Aiguille, on regarde à droite à gauche si on ne verrait pas une trace un petit peu ancienne, mais pour en avoir parlé avec Bernard Angelin, qui est le grand spécialiste du Mont-Aiguille, lui, il a arpenté le Mont-Aiguille sous toutes ses coutures, il n'a jamais rien trouvé. Pourtant, on peut imaginer que, puisqu'il y avait un tailleur de pierre dans l'équipe, ils aient quand même laissé un petit signe, un symbole au sommet, probablement une croix, une fleur de lys gravée dans la pierre, puisqu'ils avaient l'expert pour faire ça. Mais là, pareil, ça a dû partir avec les éboulements et on n'a rien retrouvé. Stéphane Gall a cherché en 2022 à reconstituer cette ascension en posant des échelles sur une partie de l'itinéraire supposé, quelque part dans cette face ouest. Une face dont la physionomie a probablement été redessinée au fil du temps en raison des éboulements. Alors moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de comprendre le passé, ça c'est mon métier d'historien, en me basant sur des textes, des archives, comme le réclame la méthodologie de l'historien. Mais les mots, les archives ne disent pas tout, surtout quand on veut étudier une action, c'est-à-dire là une escalade, quand on veut étudier un effort, une performance. Et c'est là que ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale devient intéressante, parce qu'en reconstituant du matériel comme celui de l'époque, dans notre cas, au Mont-Aiguille, des échelles de bois, des échelles d'assaut, comme on en avait à la fin du XVe, on peut retrouver des gestes, donc l'intelligence d'objets, la manière dont on en faisait usage, les efforts que ça demandait, tout ce qui accompagnait, tout l'environnement de ces objets, on arrive à le retrouver, donc avec les sensations qui vont avec. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça, les archives n'en parlent pas. Donc en reconstituant les choses, en les expérimentant directement, en prenant son corps comme une sorte de laboratoire embarqué, on arrive à comprendre des choses qui ne sont pas dites dans les archives. Antoine de Ville et ses compagnons resteront une dizaine de jours sur le plateau sommital. Ils seront rejoints par d'autres, châtelains ou militaires. Au total, cet été-là, on sait qu'au moins 21 personnes sont montées là-haut. Fort de ce succès symbolique, le roi Charles VIII franchit les Alpes 2 ans plus tard avec son armée pour conquérir le royaume de Naples. Et parmi ses officiers, il y avait bien sûr le capitaine Antoine de Ville, seigneur de Don Julien. Il est temps pour nous de redescendre. Pour cela, Stéphane et moi, nous devons affronter une dernière difficulté, le fameux rappel en fil d'araignée dans une gorge étroite où il faut se laisser glisser le long de la corde avec 45 mètres de vide sous les pieds. Eh ben super, hein, c'est un manège. Donc, un grand moment de plaisir quand même, hein, ce rappel. Donc super, à refaire. Attends, tac.
C'est bon. Avant de partir, nous jetons un dernier regard en direction de la forteresse. 5 siècles après la première ascension, le mont Aiguille trône toujours, tel un souverain, à la lisière du Vercors. Il représente la rencontre d'un roi avec une montagne, il représente l'apprivoisement de la verticalité, du moins d'une manière officielle, et le passage d'une escalade qui était une opération strictement militaire à une opération qui est désormais liée à la montagne. C'est vraiment ce moment précis, c'est à ce moment précis que l'opération, que le transfert se fait. Ça prendra beaucoup de temps par la suite, mais on a cet acte de naissance. Le 26 juin 1492, l'escalade devient l'escalade qu'on connaît, c'est-à-dire en montagne, et pas une escalade de château fort. Est-ce qu'on peut parler de naissance de l'alpinisme en 1492 ? On peut parler des prémices de l'alpinisme, des origines de l'alpinisme. La naissance, c'est peut-être un grand mot. Pour moi, ce qui naît à ce moment-là, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce transfert d'une escalade militaire à une escalade de la montagne. Le fait que l'inaccessible soit devenu accessible, est-ce que c'est pas un désenchantement aussi du monde ? Oui, certainement. Certainement. À partir du moment où les hommes ont pu fouler le sommet de cette montagne, quelque chose a disparu, de l'ordre effectivement de l'enchantement du monde, mais c'est vrai pour toutes les montagnes qui sont conquises. L'Everest, le Mont Blanc, l'Everest, etc. On pourrait citer comme ça tous les sommets qui ont été pris, effectivement, qui désenchantent progressivement le monde. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui ? Il nous reste Mars, il nous reste l'espace. 1492, aux origines de l'alpinisme avec l'historien Stéphane Gall. La Folie des hauteurs est un podcast original de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag. Récit Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous, à vos amis, vos proches, à des passionnés d'histoire et de montagne. C'est la meilleure façon de nous soutenir.